CERCOG est un projet interdisciplinaire tourné autour du cerveau et de la cognition, abordé sous différents aspects, que ce soit clinique, social, environnemental ou bien d'autres. Les CERCOGcast visent à présenter les différents axes à travers des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Loïc Legris, médecin neurologue au CHU de Grenoble et puis aussi actuellement en thèse au GIN. Je suis aussi membre du conseil scientifique junior du CERCOG affilié plutôt sur l'axe clinique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Lambert, qui est doctorant au sein de l'équipe neuroimagerie et perfusion cérébrale du Grenoble Institut des neurosciences. Donc bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer rapidement ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis actuellement en 3e année de thèse, je termine bientôt, et j'ai vraiment un profil d'ingénieur assez classique en France. Je suis passé par les classes préparatoires, suivi d'une école d'ingénieur orientée biomédicale à Strasbourg, qui s'appelle Télécom Physique Strasbourg, et ça m'a donné l'occasion de découvrir un petit peu le monde du médical, plus particulièrement le monde de l'imagerie médicale, et ça m'a donné envie de continuer en thèse. Donc c'est une thèse que j'ai commencée donc maintenant il y a 3 ans à Grenoble, qui est un petit peu particulier parce que c'est une thèse CIFRE, donc il y a une composante industrielle aussi. Je passe à peu près la moitié du temps en labo, moitié du temps en entreprise. Et c'est vraiment orienté analyse d'images médicales automatique et plus particulièrement avec de l'intelligence artificielle. D'accord. Donc la thèse CIFRE, pour qu'on réexplique un tout petit peu à nos auditeurs qui connaissent peut-être pas très bien, donc c'est une modalité de financement, c'est ça qui est un petit peu particulière ? C'est bien ça, donc c'est une entreprise, en l'occurrence une start-up grenobloise qui s'appelle Pixil, qui a décidé de financer un doctorant pendant 3 ans pour travailler sur une thématique de recherche et avec l'idée de faire un transfert de technologie à la fin de cette thèse pour améliorer un logiciel. Ok, très bien. Donc si on revient un petit peu au cœur du travail que tu mènes actuellement dans le cadre de cette thèse, donc il y a une grosse composante d'intelligence artificielle, c'est ça ? C'est ça, donc moi j'ai vraiment le profil informaticien, on va dire. Je travaille sur une image qui a déjà été obtenue par un imageur. Et le but, c'est d'avoir des outils d'aide au diagnostic pour épauler les radiologues et notamment pour détecter automatiquement les pathologies dans le cerveau. C'est vraiment le cœur de ma thèse. Et ces algorithmes, on en parle beaucoup en 2023. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est plutôt les côtés négatifs et les limites de ces algorithmes. Et nous, on essaye de mettre le doigt dessus et surtout de combattre un effet qui s'appelle l'effet boîte noire. Et donc, on essaie de développer des méthodes pour mitiger un petit peu ce problème-là. D'accord. Ok, donc finalement, c'est chercher des solutions pour fiabiliser et expliquer un petit peu les différents algorithmes d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser en pratique presque courante. C'est bien ça. Donc, en effet, maintenant, l'IA, on a envie de le mettre un petit peu partout. Donc, les gens connaissent beaucoup ChatGPT et DALL-E parce que c'est accessible à tout le monde. Mais on a aussi des IA vraiment spécialisées dans le milieu du médical qui vont épauler les radiologues. Et ces IA, elles ont un problème important, c'est qu'elles ne sont pas capables de dire qu'elles ne savent pas et d'exprimer le doute. Et donc, quand on est sur des applications assez critiques comme le médical, on n'a pas envie d'induire en erreur l'utilisateur. Et donc, on aimerait bien pouvoir savoir quand le logiciel ne doit pas être cru aveuglement et vraiment mettre un petit warning pour l'utilisateur. Et donc ça tourne autour de la problématique de la quantification d'incertitude. On veut savoir quand une prédiction est incertaine. Et c'est quelque chose qui est assez intuitif pour un être humain. On sait quand on est sûr ou quand on ne l'est pas. Mais pour une machine, c'est beaucoup plus dur à exprimer. Donc c'est vraiment ça mon focus de recherche. Et du coup, ça, c'est vraiment effectivement des thématiques qui sont d'importance. En tant que médecin, notamment, on voit que c'est pas encore tout à fait arrivé dans la pratique courante. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ce point-là qui est le plus bloquant pour qu'on puisse utiliser des outils d'IA au quotidien, et notamment en radiologie, en imagerie médicale ? Oui, je pense que dans le milieu médical, c'est vraiment très important parce que les radiologues n'ont pas envie d'utiliser un logiciel complètement boîte noire sans vraiment comprendre comment a été fait le diagnostic. Puis la médecine aussi, j'ai l'impression qu'on fait un diagnostic, mais on sait aussi expliquer la chaîne de raisonnement qui a mené à un diagnostic. On a des preuves, on peut vraiment argumenter. Alors que les algorithmes d'IA, c'est très binaire, c'est oui ou non, par exemple. Et donc, si on veut vraiment que les algorithmes soient adoptés et utilisés couramment dans la routine, il faut qu'on puisse répondre à ce cahier des charges et avoir quelque chose de moins binaire, plus nuancé, pour pouvoir collaborer avec l'IA, tout simplement. D'accord. Donc, effectivement, ça paraît vraiment fondamental. Est-ce que toi, dans ta pratique, là, justement, dans ton activité au quotidien pour ta thèse de sciences, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu apportes comme nouveaux outils ou qu'est-ce que tu développes comme nouveaux outils ?
Oui, donc on va dire que le but final, c'est d'avoir des IA boîte blanche, on va appeler ça, en opposition avec boîte noire, ou du moins qui soient capables de dire, OK, là, c'est hors de mes compétences, je laisse la main au radiologue. Et donc concrètement, ça va être des journées de code, c'est principalement du code, avec des données médicales. Donc moi, je travaille beaucoup sur des IRM du cerveau, de patients humains, du coup. Mais on va dire qu'en fait, les données, ça pourrait être n'importe quoi. Le but, c'est vraiment d'avoir des IA plus responsables, on va dire. D'accord, ok. Et donc sur de l'IRM cérébral, typiquement, tu travailles sur quel type de pathologie, avec quels outils Ouais, alors, donc la boîte où je travaille, Pixil, elle est spécialisée. Elle a deux logiciels principaux. Le premier, c'est sur la sclérose en plaques. On va essayer de détecter des lésions de la CEP, que ce soit en cross-sectionnel, donc une visite, ou en comparant plusieurs visites. Donc on appelle ça le suivi longitudinal. Et la deuxième application, c'est suivi Juste des... peut-être un petit... Sur la sclérose en plaques, peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas du tout cette pathologie. On peut peut-être faire un petit rappel. On peut le faire à deux si tu as besoin. Ouais, bah alors moi, j'ai pas des connaissances très, très médicales, mais donc c'est une maladie inflammatoire qui va créer des lésions dans la matière blanche. Et ces lésions, elles peuvent être vraiment multiples et disséminées dans l'espace. Et ce qui est très important dans la sclérose en plaques, c'est de pouvoir détecter la présence de nouvelles lésions entre plusieurs visites. Et donc, on a une partie du logiciel qui travaille vraiment sur cette comparaison de deux images séparées dans le temps pour détecter les changements. Ok, très intéressant. Effectivement, c'est des outils qui, au quotidien, vont probablement grandement aider les radiologues. Je crois d'ailleurs que c'est des logiciels qui sont déjà utilisés un petit peu en pratique courante, mais du coup, toi, tu travailles un peu plus sur leur explicabilité et voir sur quels éléments on peut jouer pour comprendre ce qui se passe derrière, c'est ça? Exactement. Donc là, on va dire que la première couche, c'est le résultat brut de l'IA. Et la seconde couche sur laquelle je travaille, c'est pouvoir quantifier la confiance qu'on peut lui donner. Et dans les cas où c'est incertain, l'indiquer à l'utilisateur pour qu'il puisse contrôler les résultats, valider ou invalider en cas de besoin. D'accord. Et donc, tu as des seuils ou des seuils de degré d'incertitude que tu prends en compte? Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a des échelles qui sont pas binaires, mais plutôt continues pour le coup, avec des scores de confiance pour chaque lésion. Et donc les lésions qui sont très confiantes, ben, le radiologue ne va pas forcément les contrôler. Par contre, celles où il y a un doute, on va vraiment attirer son attention dessus. Et ça peut être très, très rapide, validé ou invalidé. En tout cas, le but, c'est vraiment d'avoir du gain de temps, quelque chose qui soit rapide à contrôler en tout cas. D'accord. Et ces nouveaux outils, je suppose qu'ils vont pouvoir être extrapolables à d'autres pathologies du système nerveux central? Voilà, bien sûr. Donc après, on peut détecter n'importe quelle lésion. Je travaille aussi sur les AVC et sur les tumeurs. Ça va être les mêmes algorithmes qui vont être déployés. Après, l'IA, ça fonctionne avec des bases de données. Donc pour chaque pathologie, on va avoir un modèle entraîné pour une pathologie donnée souvent. Super. Passionnant. Est-ce que dans ce contexte de tous les travaux que tu arrives à mener actuellement, tu as pu faire des publications, participer à des congrès peut-être, pour présenter justement tes résultats ou tes travaux en cours? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai eu la chance de participer 2 fois à la conférence MICAI. Donc c'est la plus grande conférence en traitement d'images automatiques, principalement avec de l'IA. Et donc c'est une conférence qui a lieu tous les ans dans un endroit du monde. Donc j'ai été à Singapour et à Vancouver cette année. Et c'est l'occasion de présenter ces travaux, en effet. D'accord. Donc ça souligne probablement l'importance des échanges collaboratifs et de la perspective de pouvoir discuter avec d'autres équipes pour faire des outils plus fiables. Et puis probablement qu'il y a d'autres équipes qui travaillent un petit peu là-dessus aussi dans le monde. Tout à fait. Et puis il y a une tendance ces dernières années, c'est d'inviter de plus en plus de docteurs qui viennent vraiment rencontrer les ingénieurs et les gens plus côté modèle informatique et mathématiques pour vraiment faire le lien entre les deux mondes. Parfois, il n'y a pas beaucoup de communication entre les deux, mais si on veut développer des IA qui sont vraiment utiles dans le milieu clinique, on a vraiment besoin de cette connaissance qu'on n'a pas forcément en tant que mathématicien. Et donc, il y a vraiment cette tendance d'inviter des radiologues qui nous expliquent leur travail et ce qui les intéresse vraiment pour un algorithme. L'applicabilité, quoi. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les outils qui finalement sont développés. Tout à fait, ouais. Parce qu'il y a des centaines d'algorithmes développés tous les ans, mais il n'y en a pas des centaines qui vont être utiles dans la vraie vie. Donc là, vraiment, la marche à dépasser maintenant, ça va être de faire des IA utiles dans la vraie vie et qui répondent vraiment aux besoins du radiologue. Donc faire des IA, pas pour publier, mais pour que ce soit, pour que ce soit utilisé en pratique, quoi. C'est ça, voilà. Améliorer le suivi du patient et avoir une bonne collaboration entre l'humain et la machine. Ok, je pense que tous les médecins seront extrêmement preneurs, que ce soit les radiologues ou même en pratique clinique, parce que moi je suis neurologue, donc c'est un peu différent, mais je pense qu'il y a des outils d'IA qui vont probablement être développés pour faire de la prévention primaire, secondaire, et apporter des nouveaux outils, mais c'est vraiment ce qui manque, c'est que
cet effet black-noir dont tu parles, elle est vraiment au cœur de tous les débats, de tous les congrès de médecins, et c'est parfois délicat de passer ce barrage-là, quoi. Dans ce contexte-là, on a donc le réseau CERCOG, qui est un réseau qui regroupe plusieurs laboratoires de recherche en neurosciences à Grenoble. On a la chance d'avoir un tissu assez riche, et je crois d'ailleurs que toi, tu as 2 directeurs de thèse qui viennent de 2 laboratoires différents. Est-ce que tu vois un intérêt justement au CERCOG et à ces groupements de labos? Oui, alors en effet, moi je suis encadré par 2 personnes, Michel Doja côté neurosciences et Florence Forbes côté mathématiques, qui est de l'INRIA. Et en effet, ma thèse, elle est vraiment entre 2 domaines, les neurosciences et l'IA. Et c'est vraiment important d'avoir 2 personnes, 2 interlocuteurs avec qui on peut parler. Et donc la collaboration entre Michel et Florence, ça fait des années que ça dure, parce qu'ils travaillent ensemble justement pour faire ce pont entre les 2 domaines. Et c'est vraiment très important en effet, parce que si on développe des outils que du côté informatique, comme je le disais, il y a peu de chances que ce soit vraiment utile dans la vraie vie. Des fois, on perd un peu de vue ce qui est vraiment important pour le médecin. Et donc oui, vraiment, c'est au cœur du travail. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait un gros tour de toutes ces questions très intéressantes et qui sont probablement porteuses de beaux projets à venir. Donc, merci beaucoup, Benjamin, pour tous ces échanges et ces discussions. C'est donc tout pour nous pour aujourd'hui. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains contenus. Merci beaucoup. Merci.